Pourquoi la douleur familière des relations malheureuses semble-t-elle plus sûre que l'horreur glaciale de la solitude? Des cycles sans fin de disputes et de réconciliations. Ça vous dit quelque chose? Êtes-vous fatigué de marcher sur un champ de mine dans votre propre maison? Ce murmure silencieux dans votre tête qui répète « Mieux vaut ça que rien du tout. Mieux vaut cette douleur que le silence assourdissant du vide. » La réponse n'est pas dans la volonté, ni dans les conseils des amis, quels que soient leurs efforts. La raison est plus profonde. Elle est cachée dans un contrat secret, inconscient, dans un document que vous n'avez jamais vu, mais que vous avez signé avec le sang de votre âme. Et ce contrat n'est pas une sentence. Carl Jung nous a donné la clé pour lire ces clauses cachées et comprendre les règles de ce jeu cruel. Au cours de la prochaine heure, nous ferons 3 pas. 3 pas vers votre liberté. Premièrement, nous trouverons ce contrat secret dans les archives les plus profondes de votre psyché. Deuxièmement, nous déchiffrerons ces conditions cruelles mais vitales qui jusqu'à présent vous ont forcé à choisir la douleur. Et troisièmement, le plus important, vous apprendrez comment déclarer ce contrat nul et non avenu et récupérer votre droit. Le droit à la liberté et à un amour authentique et non un amour gagné dans la souffrance. Si vous êtes prêt à affronter la vérité que votre âme cache même à vous-même. Notre plongée commence. Maintenant, parlons-en. Pour de vrai. Pas de ce que vous racontez à vos amis. Pas des photos où vous souriez un peu plus que nécessaire pour cacher la fissure à l'intérieur. Parlons de ce qui se passe quand la lumière s'éteint et que la porte se ferme. De cette douleur qui n'a pas de nom, mais qui a un poids. C'est le silence dans la voiture après une autre dispute, qui est plus assourdissant que n'importe quel cri. C'est la tension dans l'air, si dense qu'on pourrait la couper au couteau, quand vous entendez le bruit de la clé dans la serrure. C'est le corps qui se contracte instinctivement, se préparant à un coup. Pas toujours physique, mais toujours émotionnel. C'est ce sourire étudié que vous mettez comme un masque en répondant à la question « Comment ça va ?» alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Reconnaissez-vous ce sentiment? Le sentiment de jouer un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre sur une vie heureuse. Vous connaissez toutes vos répliques. Vous avez appris quand hocher la tête, quand vous taire, quand prendre quelqu'un dans vos bras en public. Mais dans les coulisses de votre âme, la scène est vide et le seul spectateur, c'est vous, fatigué de ce spectacle sans fin. Votre maison, qui devrait être un havre de paix, est devenue un lieu où vous êtes constamment sur vos gardes. Votre havre, empoisonné par le venin silencieux des reproches non dits et des rancœurs refoulées. Vous avez construit une maison chaleureuse et confortable, mais vous l'avez construite sur une faille tectonique, et vous vivez constamment dans l'attente d'une nouvelle secousse qui détruira tout jusqu'aux fondations. C'est ça la douleur, vivre dans une contradiction permanente entre ce qui devrait être et ce qui est réellement. C'est l'épuisement de maintenir une illusion. Et aujourd'hui, nous reconnaissons cette douleur, sans jugement, sans honte. Nous lui donnons simplement sa place. Et quand vous regardez cette douleur, ce schéma de souffrance répété, vous vous posez très probablement toujours la même question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et la première chose, la plus importante, que vous devez entendre aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Je le répète encore une fois, pour que cela pénètre à travers toutes les couches de honte et d'autocritique. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas un masochiste, condamné à choisir éternellement la souffrance. Vous êtes un survivant. Ce que vous prenez pour un défaut de personnalité est en réalité un programme de survie qui fonctionne parfaitement. Un programme écrit il y a très longtemps, à une époque où l'amour et la sécurité étaient pour vous inextricablement liés à l'anxiété, à l'imprévisibilité et à la nécessité de les mériter. Votre psyché, dans sa sagesse désespérée et primitive, a choisi la douleur familière plutôt que l'horreur inconnue. Elle a choisi la tempête prévisible plutôt que le saut dans l'abîme de la solitude. Elle fait exactement ce qu'elle a appris pour vous protéger. Et cet ancien programme est toujours actif. Il ne sait pas que vous avez grandi. Il ne sait pas que vous avez de nouvelles ressources. Il continue simplement à faire son travail selon des règles anciennes et dépassées. Votre fidélité à cette douleur n'est pas une faiblesse. C'est une forme déformée et tragique de dévouement à vous-même. Un dévouement à ce petit enfant à l'intérieur
qui a un jour décidé que c'était ainsi qu'il fallait survivre. Et aujourd'hui, nous commençons à mettre à jour ce code. Nous avons reconnu cette douleur. Nous vous avons déchargé de la culpabilité. Et maintenant, faisons le pas le plus audacieux. Et si cette douleur n'était pas une malédiction? Et si ce n'était pas une erreur dans votre code? Pas une punition pour des péchés passés? Et si c'était un message soigneusement chiffré, envoyé par l'instance la plus importante, votre propre âme? Et si vos relations malheureuses n'étaient pas une impasse, mais un portail? Pas une prison où vous purgez une peine, mais une porte étroite et sombre que vous avez eu peur d'ouvrir jusqu'à présent. Une porte menant non pas à l'extérieur, vers une autre personne, mais à l'intérieur, vers vous. C'est un portail vers cette partie de vous que vous avez été forcé de trahir pour survivre, vers votre droit de dire non, vers votre force créatrice sauvage et dérangeante, vers votre capacité à être seul sans vous sentir abandonné, vers cette partie qui connaît sa propre valeur sans l'approbation des autres. Comprenez bien, votre âme n'est pas sadique, elle est stratège. Elle voit que vous vous êtes égaré, que vous avez remis les clés de votre monde intérieur entre des mains étrangères. Et elle utilise cette agonie, cette douleur insupportable dans la relation, comme le plus puissant des mégaphones pour vous atteindre à travers le bruit des attentes des autres. Son cri est un appel. Reviens. Reviens à la maison. À toi-même. Ce paradoxe, la souffrance comme chemin vers la guérison, est au cœur même de la pensée jungienne. L'âme ne nous parle pas en langage clair. Elle parle par symboles, par symptômes et, le plus souvent, par la douleur. Mais pour entendre son véritable message, nous ne pouvons pas simplement plonger en profondeur. Notre conscience est encombrée de bruit, le bruit des conseils superficiels et des clichés culturels. Et pour comprendre ce langage, nous devons d'abord, comme des archéologues, déblayer couche par couche les explications et les mythes populaires qui nous empêchent de voir la vérité. Ce sont les débris des opinions des autres, la poussière des conseils banals, sous lesquels est enterrée la véritable raison de votre choix. Par conséquent, avant de commencer à déchiffrer votre contrat intérieur, nous effectuerons la préparation nécessaire. Dans la partie suivante, nous nous armerons de la lumière de la raison et nous exposerons sans pitié les 3 grands mythes qui vous tiennent captifs. C'est la désinfection nécessaire de la plaie avant que la véritable guérison ne commence. Alors, notre travail archéologique commence. Avant de creuser jusqu'aux fondations, nous devons enlever de la surface 3 énormes rochers, 3 grands mythes de la psychologie populaire qui vous empêchent de voir la vérité. Le premier grand mythe, j'ai simplement une faible estime de moi. Vous vous êtes certainement dit cela des centaines de fois. Vous l'avez lu dans des articles, entendu de la part d'amis. Et d'une certaine manière, vous avez raison. Votre estime de vous-même souffre effectivement. Mais c'est là que réside une erreur fondamentale. Vous pensez qu'une faible estime de soi est la cause de vos problèmes. Mais en réalité, oui, l'estime de soi est de faible, mais ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est un voyant sur le tableau de bord, pas une panne de moteur. Le voyant clignote en rouge, signalant un dysfonctionnement critique, mais essayer de augmenter l'estime de soi avec des affirmations, c'est comme coller du ruban adhésif noir sur l'ampoule pour qu'elle ne vous dérange pas. Le problème de moteur ne disparaîtra pas pour autant. Nous cherchons la panne. Le deuxième grand mythe, je suis codépendant. Ce mot « codépendance » est devenu une étiquette pratique. Vous vous êtes reconnu dans les descriptions et cela a apporté un soulagement temporaire. Enfin, votre maladie avait un nom. Mais cette étiquette est un piège. Se dire codépendant, c'est comme appeler la fièvre la maladie de la haute température. Oui, c'est une description précise du symptôme, mais elle ne dit rien sur la cause. Est-ce un virus? Une infection? Une inflammation? L'étiquette décrit mais n'explique pas. Elle constate le fait de votre comportement, mais ne répond pas à la question principale. Pourquoi? Pourquoi choisissez-vous encore et encore ce modèle? L'étiquette devient une prison confortable, le point final du diagnostic, au lieu d'être le point de départ d'une véritable investigation. Et le troisième mythe, le plus cruel, j'ai juste besoin de m'aimer davantage. Ce conseil résonne de partout. Il est beau, spirituel et absolument inutile dans votre état. Parce qu'il exige de vous quelque chose dont vous êtes organiquement incapable en ce moment. Dire à une personne dans une relation toxique « aime-toi simplement davantage »
C'est comme crier « pousse » à une fleur que vous avez plantée dans un sol empoisonné. Vous ne pouvez pas lui ordonner de pousser. Vous devez d'abord changer le sol. Vous ne pouvez pas vous forcer par la volonté à ressentir de l'amour pour vous-même tant que votre programme inconscient, votre contrat secret, stipule que vous n'êtes pas digne d'amour ou que l'amour est douleur. Ces trois mythes, la faible estime de soi, la codépendance et l'appel à s'aimer davantage, sont des impasses. Ils vous font tourner en rond, vous reprochant de ne pas faire assez d'efforts. Nous avons déblayé le terrain. Maintenant que le bruit de ces fausses idées s'est tu, nous pouvons enfin entendre la voix silencieuse de la vraie raison. Alors, nous avons écarté les faux diagnostics. Et maintenant, dans le silence qui s'est créé, vous pouvez poser la question principale. Si ce n'est pas mon estime de moi, ni la codépendance, ni le manque d'amour-propre, alors qu'est-ce que c'est? Pour y répondre, je veux vous proposer une métaphore. Une image qui, je l'espère, changera à jamais votre regard sur votre douleur. Avez-vous déjà entendu parler de la douleur fantôme? Un soldat perd une jambe à la guerre. Les années passent. La jambe a disparu depuis longtemps, mais une nuit, il se réveille avec une crampe atroce dans le pied qui n'existe plus. La douleur est absolument réelle. Elle le rend fou. Mais sa source n'est pas dans le membre manquant. Elle est dans la mémoire du système nerveux, dans le cerveau qui crie désespérément ce qui a été perdu. Vos relations malheureuses sont votre douleur fantôme. La douleur que vous ressentez aujourd'hui avec votre partenaire est réelle. Elle est épuisante. Elle est dévastatrice. Mais sa source n'est pas dans cette personne ni dans cette relation. Vous essayez de soigner le partenaire, de réparer la relation, de parler, de convaincre, de vous changer, de le changer. C'est comme appliquer de la glace là où se trouvait autrefois un membre amputé. C'est une illusion tragique, car vous ne traitez pas là où ça fait vraiment mal. La vraie blessure est dans le passé. Dans la petite enfance, pour survivre, pour vous adapter aux règles de votre famille, vous avez dû amputer une partie vitale de vous-même. Peut-être était-ce votre droit à la colère, ou votre besoin d'acceptation inconditionnelle, votre capacité à faire confiance, votre joie sauvage et spontanée. Quelque chose a été jugé gênant, incorrect, dangereux. Et vous, pour préserver le lien avec vos proches, vous l'avez coupé de vous-même. Et maintenant, des années plus tard, votre psyché crie cette perte. Et votre partenaire, sans le savoir, marche simplement sur cet endroit vide et douloureux. Il n'est pas la cause de la douleur. Il n'est qu'un déclencheur qui active la mémoire d'une ancienne amputation. La source de votre agonie n'est pas votre partenaire. Elle est à l'intérieur. C'est l'écho d'un traumatisme ancien. L'écho du moment où vous avez appris à vous trahir pour être aimé. Et cette découverte change tout. Parce qu'elle signifie que la clé de la guérison n'est pas entre les mains d'une autre personne. Elle a toujours été, et reste, entre les vôtres. Nous avons établi que la douleur est un fantôme, l'écho d'une ancienne blessure. Mais la théorie, sans expérience personnelle, n'est qu'une belle histoire. Elle ne guérit pas. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de participer, de devenir un explorateur actif de votre monde intérieur. Dans les prochaines minutes, je vais vous demander de mettre cette vidéo en pause. Ce n'est pas juste une pause, c'est le premier pas pratique vers votre liberté. Le premier pas pour trouver cette partie amputée de vous-même. Quand j'aurai fini de parler, s'il vous plaît, faites-le. Trouvez un endroit où personne ne vous dérangera pendant au moins 5 minutes. Mettez la vidéo en pause, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez 3 profondes et lentes inspirations et expirations. Et dans ce silence, dans cet espace sûr, je veux que vous posiez à votre monde intérieur une seule et très douce question. N'exigez pas de réponse. Laissez-la simplement descendre en vous comme une pierre qui s'enfonce dans une eau calme. Voici la question. Quelle est la plus ancienne expérience? La toute première sensation de ma vie, qui m'a fait croire que l'amour est anxiété, qu'il faut le mériter, qu'il est toujours lié à la douleur, à la tension ou à la peur de la perte. Important, n'essayez pas de vous souvenir de quelque chose de logique. Votre esprit vous proposera des histoires toutes faites. Ne cherchez pas un événement spécifique ou une intrigue claire. Cherchez une sensation, la première image qui vous vient à l'esprit. Même si elle semble étrange,
illogique ou sans importance. Ce peut être une pièce, un visage, une certaine couleur, une sensation de froid sur la peau, le son d'une voix. Faites simplement confiance à la première chose qui apparaît sur votre écran intérieur. Quand cette image ou cette sensation apparaît, ne la chassez pas. Restez simplement avec elle quelques secondes. Et puis, ouvrez les yeux et notez-la. Décrivez-la en quelques mots. Ne l'analysez pas. N'essayez pas de la comprendre. Contentez-vous de la consigner. Cette image est le premier fil qui, une fois tiré, dénouera tous les chevaux. C'est la clé. C'est la première ligne de votre contrat secret qui apparaît sur le papier. Ne vous pressez pas. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'est un travail sacré. Mettez la vidéo en pause. Maintenant. Bienvenue à nouveau. Quoi que vous ayez vu ou ressenti pendant ces quelques minutes, que ce soit clair ou flou, logique ou étrange, sachez que c'est important. C'est authentique. C'est le premier fil que nous allons tirer. Et maintenant, je veux que vous compreniez, vous n'êtes pas seul dans ce voyage intérieur. Ce que vous venez de toucher, cet écho du passé, cette image chargée d'émotions, c'est précisément le territoire que le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung a exploré toute sa vie. Il n'était pas seulement un théoricien, il était un cartographe de l'âme. Il est descendu dans les puits les plus sombres de la psyché humaine pour comprendre pourquoi nous souffrons. Il se posait, comme nous, une question fondamentale. Pourquoi des personnes intelligentes, conscientes, aspirant au bonheur, choisissent-elles encore et encore, contre leur gré, les mêmes scénarios douloureux? Pourquoi tombons-nous amoureux de ceux qui nous feront souffrir à coup sûr? Et au cours de ses recherches, il a fait une découverte géniale. Il a compris que ces nœuds douloureux de notre expérience, ces amputations dont nous avons parlé, ne sont pas de simples souvenirs morts gisant dans des archives. Non, ils deviennent des forces vivantes et autonomes en nous. Ils acquièrent leur propre énergie, leur propre volonté et même leur propre logique déformée. Il leur a donné un nom précis et clinique, les complexes. Imaginez un caillot d'énergie émotionnelle figé autour d'un traumatisme ancien. C'est comme un petit fantôme effrayé dans la machine de votre psyché qui, de temps en temps, s'empare du volant et dirige votre vie tout droit vers une catastrophe familière. Il a son propre but, son désir désespéré, être vu, être guéri. Et pour cela, il recréera encore et encore la situation même dans laquelle il est né. Et au cœur même de ce complexe, dans son centre incandescent, se trouve ce contrat secret que nous cherchons. Un ensemble de croyances, de règles et de serments inconscients qui dictent votre comportement. Ce n'est pas juste une belle métaphore, c'est un mécanisme psychologique réel. Et dans la partie suivante, nous allons disséquer ce mécanisme et voir exactement comment il fonctionne. Nous passerons de « qu'est-ce que c'est » à « comment ça marche ». Pour comprendre comment fonctionne ce complexe, ce nœud vivant de douleur en vous, utilisons une métaphore. Une métaphore aussi vieille que l'âme humaine elle-même. Imaginez votre psyché comme un royaume florissant. Au centre de ce royaume, il y a vous, son souverain, le roi égaux ou la reine égaux. Vous avez des conseillers, votre raison, des espions, votre intuition, des généraux, votre volonté, et une multitude de courtisans, vos sentiments, vos talents et vos capacités. Dans un monde idéal, toutes les parties du royaume vivent en harmonie, au service du bien commun. Mais aucun royaume n'est à l'abri d'une tragédie. Au début de l'histoire de votre royaume, il s'est produit quelque chose qui a menacé son existence même. Peut-être était-ce un long hiver glacial, une époque où la chaleur et l'amour des parents étaient catastrophiquement rares. Ou peut-être était-ce une invasion soudaine de barbares, un traumatisme aigu, une violence ou une trahison qui a ébranlé les fondations de votre monde. Et à ce moment-là, face à la menace d'une destruction totale, le royaume, pour survivre, a dû prendre une décision cruelle mais nécessaire. Le cœur lourd, vous, en tant que souverain sage mais désespéré, avez été contraint d'exiler l'une de ces parties. La partie qui, dans les nouvelles conditions difficiles, était devenue un fardeau ou même un danger. Peut-être était-ce le prince de la spontanéité, dont le rire bruyant attirait les prédateurs dans le silence glacial, ou la princesse de la vulnérabilité, dont les larmes et le besoin de chaleur épuisaient les réserves déjà maigres du royaume.
Vous ne l'avez pas exilé par cruauté, mais pour la survie de l'ensemble. Vous lui avez dit « Tu en demandes trop, tu es trop faible, tu n'as pas ta place ici ». Et voilà que cette partie exilée, errant dans les forêts sombres et froides de l'inconscient, conclut son contrat tragique et secret. Restée complètement seule, elle jure de survivre à tout prix. Et les termes de ce contrat, écrits avec des larmes et de la peur, ressemblent à peu près à ceci. Article 1er. Mieux vaut la douleur que l'oubli total. J'accepte toute forme d'attention, même la cruauté, car cela prouve que j'existe encore. Article 2. N'importe quel lien, même tourmenté, vaut mieux que l'horreur glaciale de l'isolement. Je m'accrocherai à quiconque me rappellera, d'une manière ou d'une autre, la maison. Article 3. J'attirerai dans ma vie ceux qui me traitent de la même manière qu'on m'a traité au moment de mon exil, car ce langage de la douleur et du rejet est le seul langage de amour que je connaisse. Et voilà que, des années plus tard, alors que vous avez déjà oublié cette tragédie, une silhouette apparaît à l'horizon, votre partenaire, et vous ressentez une attirance inexplicable, fatale. Mais comprenez l'essentiel, cette personne n'est pas l'ennemi, c'est un ambassadeur de votre partie exilée qui frappe aux portes de votre royaume. Sa froideur est l'écho de cet hiver-là. Sa critique est la voix avec laquelle vous vous êtes exilé autrefois. Il n'est pas venu pour vous détruire, mais pour délivrer un message. Il est l'incarnation vivante des termes de votre contrat secret, venu pour vous forcer, vous, le roi ou la reine, à vous souvenir enfin de votre enfant exilé. Cette histoire d'exil et de contrat secret se déroule dans des millions d'âmes, dans des millions de variations. Donnons-lui un nom pour la voir plus clairement. Appelons-la l'histoire de Sarah. Sarah a grandi dans une bonne maison. Ses parents étaient des gens honnêtes et travailleurs. Ils lui ont tout fourni. La meilleure école, de beaux vêtements, des cours de musique. Mais leur royaume était froid. L'amour dans sa famille n'était pas un océan chaud dans lequel on pouvait nager, mais une récompense rare qu'il fallait mériter. On la félicitait pour ses bonnes notes, pour ses victoires aux Olympiades, pour sa chambre parfaitement rangée. Mais quand elle pleurait à cause d'un genou écorché ou voulait simplement s'asseoir à côté en silence, elle était accueillie par de la perplexité ou un léger reproche. Ne sois pas si sensible. Reprends-toi, tu es déjà grande. Son royaume valorisait la force, les réussites et l'ordre. Et la petite fille vulnérable en elle, celle qui avait besoin de chaleur inconditionnelle, celle qui voulait être aimée non pas pour quelque chose, mais simplement pour ce qu'elle était, a été jugée inefficace, faible, inutile. Et cette partie a été exilée dans les recoins les plus éloignés de son âme. C'est là, dans l'obscurité froide, que cette fille exilée a signé son contrat secret. Ces termes étaient gravés dans son cœur par la logique de survie d'un enfant. Article 1er. Ma valeur est égale à mes réussites. Pour être aimée, je dois être parfaite, utile et forte. Article 2. Mes besoins, ma vulnérabilité et mes sentiments négatifs sont une faiblesse. Ils doivent être cachés à tout prix, sinon je serai de nouveau rejeté. Article 3. L'amour est un examen permanent. Je dois prouver mon droit à cet amour chaque jour. Les années ont passé. L'adulte Sarah est une avocate brillante. Elle dirige un service, court des marathons, son appartement est un modèle de style. Son royaume est une forteresse de succès imprenables. Et elle est en couple avec Mark. Mark est intelligent, séduisant, mais émotionnellement indisponible. Il la complimente rarement, mais souligne avec aisance les moindres défauts. Il l'apprécie pour ses succès professionnels, mais se referme quand elle essaie de parler de ses sentiments. Il la maintient constamment sous tension, la forçant à prouver qu'elle est assez bien. Ses amis ne comprennent pas pourquoi elle, si forte et indépendante, supporte cela. Ils lui disent « Quitte-le, tu mérites mieux ». Mais il ne voit pas la logique interne, tragique. Son âme ne cherche pas le bonheur, elle cherche le familier. Mark est l'acteur idéal pour ce rôle. Sans le savoir, il recrée pour elle, avec une précision chirurgicale, l'atmosphère de son enfance. Son amour conditionnel, ses critiques, sa distance émotionnelle, tout cela active son contrat. À ses côtés, dans son inconscient se sent comme à la maison, car c'est la quoi maison qu'il connaît.
Elle essaie encore et encore de passer avec lui ce même examen de l'enfance, espérant cette fois obtenir un « très bien » et enfin mériter l'amour qui lui a tant manqué. Elle n'est pas amoureuse de Marc, elle est amoureuse de la chance de réécrire son passé. Et cette chance la tient captive plus sûrement que n'importe quelle chaîne. L'histoire de Sarah n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. Peut-être que les détails de votre histoire sont différents. Peut-être que votre royaume n'était pas froid, mais chaotique et plein de cris. Peut-être que vous n'avez pas exilé la vulnérabilité, mais la colère, ou le droit au repos, ou la capacité de faire confiance. Les détails ne sont pas si importants. Le mécanisme est le même, et maintenant. Regardons ensemble dans ce miroir. Ayons le courage de poser la question principale. Quel contrat résonne en vous? Quel serment ancien prêté dans l'enfance dirige encore votre vie depuis l'ombre? Peut-être que sa clause principale stipule « Je serai invisible et arrangeant pour ne jamais être abandonné ». Et c'est pourquoi vous attirez encore et encore des partenaires égoïstes et exigeants, aux côtés desquels vous pouvez parfaitement jouer votre rôle d'invisible. Ou peut-être que votre contrat est le serment du Sauveur. Je trouverai des personnes brisées et je les réparerai pour me sentir utile et contrôler la situation. Torah. Et votre inconscient, avec la précision d'un radar, trouve des partenaires dépendants et infantiles qui vous permettent de jouer encore et encore à ce jeu épuisant. Ou peut-être est-ce le contrat du martyr. Je prouverai mon amour par la souffrance. Plus j'ai mal, plus j'aime fort. Et vous choisissez ceux qui vous feront souffrir à coup sûr. Car pour votre psyché, la tranquillité n'est pas l'amour, mais l'indifférence. Ou le contrat du rebelle. Je provoquerai des conflits pour me sentir vivant, car l'intimité et le silence me terrifient. Ressentez-le. Laquelle de ces voix résonne en vous? Et quand vous commencez à voir les contours flous de votre contrat, vous comprenez soudain la vérité la plus choquante et en même temps la plus libératrice sur votre partenaire. Il n'est pas un passant fortuit dans votre vie. Son apparition n'est ni une erreur, ni un coup de malchance. Votre partenaire est l'acteur idéal, engagé par votre inconscient pour le rôle principal dans la pièce intitulée « Mon contrat secret ». Il a été choisi avec une précision chirurgicale, car ses blessures correspondent parfaitement aux vôtres. Sa critique est précisément la clé qui ouvre votre blessure de rejet. Sa froideur est précisément l'atmosphère dans laquelle votre peur de l'abandon s'épanouit pleinement. Il récite ses répliques à la perfection, car ce scénario a été écrit par vous, pour vous. C'est pourquoi toute votre lutte avec lui, toutes les tentatives de le changer, de le transformer, de l'atteindre, sont vouées à l'échec. Vous ne vous battez pas contre une personne. Vous vous battez contre un fantôme de votre passé que cette personne ne fait qu'incarner. Il n'est pas la cause de votre douleur. Il en est la manifestation parfaite. Il est un symptôme devenu humain. Et cette prise de conscience effrayante, mais aussi incroyablement libératrice, est le point de départ du vrai travail. Le travail de réécriture du contrat. Nous venons d'établir que votre partenaire est un symptôme devenu humain. C'est une pensée lourde, presque insupportable. Laissez-la s'installer. Ne la repoussez pas. En elle, comme dans une sombre coquille d'huître, se cache une perle, la clé de votre liberté. Et maintenant, je vais vous poser la question peut-être la plus importante de cette heure. Une question qui transforme le poison en remède. Une question qui déplace le focus de « Pourquoi me traite-t-il ainsi ?» à « Qu'est-ce que je dois apprendre grâce à cela ?» Abordez-la non pas comme une tâche intellectuelle, mais comme une méditation. Prenez une profonde inspiration. Si votre partenaire n'était pas une personne avec ses propres défauts et traumatismes, mais un message chiffré envoyé personnellement à vous par votre propre âme, quel serait ce message? Quelle vérité sur vous-même son comportement vous force-t-il à voir? Peut-être est-ce un message simple et cruel. Arrête de chercher l'approbation à l'extérieur. Ta valeur est suffisante. Et sa critique n'est qu'un puissant mégaphone que votre âme utilise pour faire passer cette idée. Ou peut-être sonne-t-il ainsi « Apprends enfin à dire non. Défends tes limites, car personne d'autre ne le fera pour toi. » Et son égoïsme est le terrain d'entraînement idéal pour votre force. Ou peut-être est-ce un murmure que vous avez si peur d'entendre. « Tu es digne d'un amour inconditionnel. Arrête de te contenter des miettes de la table. » Et sa froideur émotionnelle est un miroir qui reflète votre propre faim. Ou « Arrête de sauver les autres.
Sauve-toi toi-même. Trouvez ce qui résonne, ce qui fait que quelque chose se contracte à l'intérieur. Formulez-le en une phrase puissante, votre message personnel, et quand vous serez prêt, je vous invite à faire quelque chose de très courageux. Je vous invite à partager cette prise de conscience, ce message, dans les commentaires sous cette vidéo. Comprenez bien, ce n'est pas juste un commentaire, c'est un rituel. Quand vous prenez une sensation vague des profondeurs de votre inconscient et que vous la mettez en mots, vous la rendez réelle. Vous la mettez en lumière. Vous faites le premier pas conscient vers la réécriture de votre contrat. Vous déclarez à l'univers « J'ai entendu, j'ai compris ». Et la deuxième chose, non moins importante, après avoir laissé votre message, lisez les messages des autres. Vous entrerez dans une salle pleine de témoins. Vous verrez des centaines de reflets de votre douleur et de votre révélation. Et vous comprendrez avec une clarté stupéfiante, vous n'êtes pas devenu fou. Vous n'êtes pas seul. C'est une quête humaine universelle. Ne vous pressez pas. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Laissez ce message se manifester et ensuite consignez-le. C'est votre boussole. C'est votre point de départ sur le chemin du retour, vers vous-même. Alors, vous avez entendu le message. Vous avez vu que votre partenaire est un miroir, reflétant votre contrat secret. Et maintenant, face à cette connaissance, vous vous posez la question principale. Et maintenant, que dois-je faire de cette vérité douloureuse? C'est précisément ici que nous passons du diagnostic à la guérison. Et pour cela, nous aurons besoin d'une sagesse bien plus ancienne que la psychologie moderne. La sagesse des anciens alchimistes. Les alchimistes croyaient que la plus grande tâche de l'homme est la transformation du plomb en or. Mais il ne s'agissait jamais d'une histoire de métaux. C'était une métaphore de la transformation de l'âme. Le plomb, qu'ils appelaient prima materia, ou matière première, n'est autre que le chaos, la douleur, la peur et l'obscurité de l'expérience humaine. C'est ce qu'il y a de plus lourd, de plus laid, de plus honteux en nous. Et vous voilà face à votre plomb. C'est votre douleur dans la relation, votre sentiment d'insignifiance, votre peur de la solitude, votre mélancolie. C'est votre prima materia. Le monde moderne, le monde des solutions rapides et de la pensée positive vous crie « C'est toxique, jette-le, fuis-le, trouve quelqu'un d'autre ». Mais Jung, en véritable alchimiste de l'âme, dit « Non, regarde-le en face, ne fuis pas ». Car c'est précisément dans ce plomb, au cœur même de votre douleur, que se cache la graine de votre or. L'or de votre estime de vous-même, l'or de votre capacité à établir des limites saines, l'or de votre capacité à être dans une intimité authentique et non dépendante, l'or de votre intégrité. Comprenez la chose la plus importante. Votre crise actuelle n'est pas le signe que vous êtes brisé. C'est le signe que l'ancienne forme de votre personnalité, la vieille coquille dans laquelle vous viviez, est devenue trop étroite pour vous. La douleur que vous ressentez n'est pas l'agonie de la mort, c'est la douleur de la croissance. Votre âme, votre vrai soi, essaie de briser cette coquille de l'intérieur pour atteindre un nouveau niveau de liberté et de conscience. Et elle utilise votre partenaire et votre relation comme l'outil le plus efficace pour cette percée. Ce n'est pas le craquement de la destruction, c'est le craquement de la naissance. Votre crise n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre initiation. Et dans la partie suivante, nous examinerons 3 étapes concrètes et pratiques de cette initiation. 3 clés qui vous aideront à accomplir votre alchimie personnelle. Alors, si votre douleur est le plomb et votre intégrité est l'or, comment accomplir cette grande transformation? Où se trouve le four alchimique? La réponse est paradoxale et contredit chacun de vos instincts, développés au fil des années de lutte. Le premier et le plus important pas consiste à cesser de lutter avec votre partenaire. Cessez d'essayer de le changer, de le corriger, de lui prouver que vous avez raison ou de mériter son amour. Cessez de le regarder et à la place. Entamez un dialogue avec la partie de vous-même qui l'a appelé, avec cet exilé intérieur qui a engagé cet acteur pour le rôle principal de votre drame. Nous arrivons ici au cœur même du travail jungien, l'intégration de l'ombre, le retour des parties exilées à la maison. Et je dois vous avertir, votre esprit criera « Non, le problème c'est lui. Si je pars, tout sera fini. » Mais c'est la plus grande des illusions. Rompre le contrat ne signifie pas simplement partir.
Beaucoup partent pour aussitôt, un mois ou un an plus tard, trouver exactement le même partenaire, avec un autre visage mais la même fonction, et signer à nouveau le même contrat. C'est comme démissionner d'un travail que l'on déteste sans comprendre pourquoi on l'a accepté. On en trouvera bientôt un autre, identique, mais avec un nom différent. La véritable rupture du contrat ne se produit pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Cela exige de vous le courage de tourner le dos au champ de bataille extérieur et d'entrer dans le silence de votre propre cœur. Imaginez cette partie exilée, cette petite fille ou ce petit garçon, cette princesse de la vulnérabilité ou ce prince de la colère. Elle est là, dans l'obscurité, effrayée et seule. Et au moment où votre partenaire vous fait à nouveau du mal, au lieu de crier sur lui, vous vous adressez mentalement à elle. Vous n'essayez pas de la corriger ou de la faire taire. Vous écoutez simplement. Vous permettez à sa douleur, à sa peur, à sa solitude de remonter à la surface. Vous lui donnez le droit de s'exprimer qu'elle n'a jamais eu. Vous lui dites « Je comprends pourquoi tu as si mal. Je comprends pourquoi tu as si peur. Tu as le droit de ressentir cela. » Et puis, une fois qu'elle a été entendue, vous lui faites une nouvelle promesse. Vous concluez avec elle un nouveau contrat, sacré. Vous la regardez dans les yeux et vous dites « Tu n'as plus besoin d'attirer la douleur pour que je te remarque. Je te vois, je suis là. Et je ne t'abandonnerai plus jamais. Ta douleur est ma douleur. Tes besoins sont mes besoins. Tu n'as plus besoin de crier « J'écouterai ton murmure ». C'est cela l'alchimie. À cet instant précis, vous accomplissez un grand acte. Vous retirez l'énergie du conflit extérieur et la dirigez vers la guérison intérieure. Vous cessez de nourrir le drame et commencez à nourrir votre âme. Et alors, un miracle se produit. Lorsque vous cessez de réagir aux provocations de votre partenaire parce que vous êtes occupé par une tâche plus importante, consolez votre enfant intérieur, toute la dynamique de la relation commence à s'effondrer. Ces critiques ne touchent plus leur cible, car la blessure qu'elle visait a commencé à guérir sous votre attention bienveillante. Sa froideur émotionnelle ne vous glace plus, car vous apprenez à vous réchauffer de l'intérieur. L'acteur engagé pour votre drame découvre soudain que son partenaire de scène a cessé de jouer son rôle. Il prononce ses anciennes répliques, mais elles restent suspendues dans le vide. Le spectacle est terminé. Et alors, deux voies sont possibles. Soit votre partenaire, privé de la réaction habituelle, sera contraint de changer lui-même. Soit vous regarderez soudain cette personne et la verrez pour la première fois vraiment. Non pas comme un sauveur ou un bourreau, mais simplement comme une autre personne avec ses propres blessures. Et avec une clarté calme et non dramatique, vous comprendrez que cette histoire est terminée pour vous, que le contrat est rompu. Et vous pouvez partir non par haine ou par ressentiment, mais par amour pour vous-même, avec gratitude pour la leçon qu'il vous a enseignée. Vous voyez, la question de partir ou rester perd son acuité tourmentante. Elle cesse d'être la question principale. La question principale devient « Suis-je prêt à me rencontrer moi-même » C'est le premier pas pratique. Pas la lutte, mais le retour à la maison. Le dialogue intérieur est le fondement. Mais pour qu'il ne reste pas une simple illumination passagère, il faut le consolider. Il faut lui donner une forme. Et ce dialogue peut commencer par un rituel simple, mais incroyablement puissant. Je l'appelle la réécriture du contrat. Ce n'est pas juste un exercice. C'est votre acte personnel de création, votre déclaration d'indépendance. Quand cette vidéo sera terminée, je vous demande de trouver une demi-heure de silence. Prenez une feuille de papier vierge et un stylo. Ce sont vos outils pour l'alchimie. Divisez la feuille en 2 colonnes. Intitulez la colonne de gauche « L'ancien contrat, les règles de l'exil ». Ici, avec une honnêteté impitoyable mais compatissante, écrivez les règles inconscientes selon lesquelles vous avez vécu jusqu'à présent. Ces mêmes conditions que dictait votre exilé intérieur. Si vous ne savez pas par où commencer, souvenez-vous de l'histoire de Sarah. Souvenez-vous de vos réponses aux questions des parties précédentes. Peut-être que vos points ressembleront à ceci. Pour être aimé, je dois être arrangeant et ne pas créer de problèmes. Mes besoins sont égoïstes et sans importance. Les besoins des autres sont prioritaires. La colère est dangereuse. Je dois la réprimer à tout prix. Si je montre ma vulnérabilité, on me blessera ou on m'abandonnera. Je suis responsable des sentiments et du bonheur de mon partenaire.
Soyez honnête, écrivez tout ce qui résonne. C'est le diagnostic, c'est la mise en lumière du plomb. Maintenant, intitulez la colonne de droite « Le nouveau contrat », la déclaration de liberté. En face de chaque point de l'ancien contrat, écrivez son contraire. Un nouveau serment, une nouvelle règle que vous choisissez consciemment pour vous-même à partir de ce jour. Par exemple, en face de « Je dois être arrangeant », écrivez « Ma valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. J'ai le droit d'être moi-même. » En face de « Mes besoins ne sont pas importants. Prendre soin de moi est mon devoir sacré. » Pas de l'égoïsme. En face de « La colère est dangereuse. Ma colère est un signal de violation de mes limites. J'apprends à l'exprimer de manière constructive. » En face de « Si je montre ma vulnérabilité, on me blessera. Ma vulnérabilité, c'est ma force et le chemin vers une intimité authentique. Je choisis avec qui la partager. » En face de « Je suis responsable du bonheur de mon partenaire. Je suis responsable de mon propre bonheur. Mon partenaire est responsable du sien. » Et maintenant, l'étape la plus importante. Ne faites pas cela comme un exercice intellectuel, mais comme un rituel sacré. Quand vous aurez terminé, lisez d'abord à voix haute l'ancien contrat. Lisez-le avec respect, comme un document du passé qui vous a aidé à survivre. Remerciez-le pour ses services. Et mentalement, laissez-le partir. Et puis, levez-vous, redressez les épaules. Et lisez à voix haute votre nouveau contrat. Fort, clairement, avec force. Laissez votre propre voix emplir la pièce du son de votre liberté. C'est votre manifeste, votre nouvelle constitution. À partir de ce moment, vous cessez d'être une victime de votre passé et devenez l'auteur de votre avenir. Accrochez cette feuille à un endroit visible, relisez-la chaque jour, c'est votre boussole, c'est votre chemin de retour. Vous avez reçu la carte, vous avez reçu la boussole, vous avez reçu la première clé. Et maintenant, à ce stade, je dois vous dire la vérité. Le chemin que je décris n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas une pilule magique qui vous soulagera instantanément de la douleur. Il y aura des jours où les vieilles habitudes, les vieilles peurs vous tireront en arrière avec une force incroyable. Il y aura des moments où la douleur familière vous semblera plus sûre que l'incertitude de la liberté. Votre critique intérieure vous chuchotera que tout cela n'est que sottise et que rien ne changera. Ce chemin exige du courage, mais pas le courage dont on parle dans les épopées héroïques. Pas le courage de combattre des dragons dans le monde extérieur. Il exige un autre courage, bien plus rare et précieux. Le courage de regarder sa propre douleur en face au lieu de se détourner. Le courage de rester avec soi-même dans les moments de solitude, au lieu de se jeter dans les premiers bras venus. Le courage de choisir l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la souffrance familière. Le courage de décevoir les autres pour cesser de se trahir soi-même. Et je veux que vous m'entendiez maintenant. Le simple fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à ce point, que vous ne l'ayez pas éteinte quand c'est devenu inconfortable ou douloureux, que vous ayez traversé toutes ces couches d'auto-analyse, c'est déjà une preuve irréfutable. La preuve que vous avez assez de force pour ce voyage. Vous ne chercheriez pas cette réponse si vous n'aviez pas en vous la force de la supporter. La douleur ne vous a pas amené ici pour vous détruire. Elle vous a amené ici parce que vous êtes mûr. Vous êtes prêt. Comprenez bien, au niveau inconscient, le choix est déjà fait. Votre âme est déjà fatiguée de la vieille prison. Elle a déjà choisi la croissance. Elle a déjà commencé à fissurer la coquille. Votre tâche maintenant n'est pas de commencer cette guerre pour la liberté. Elle est déjà en cours. Votre tâche est d'accepter consciemment son choix, de cesser de résister et de devenir l'allié de votre propre âme dans son grand travail pour votre libération. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus sage que vous n'avez l'habitude de le croire. Toute la force nécessaire pour ce chemin est déjà en vous. Elle attendait simplement que vous lui portiez attention. Nous avons traversé les sombres forêts de l'âme. Nous sommes descendus dans les archives de la mémoire. Et maintenant, nous nous tenons au sommet, prêts à voir tout le paysage dans une lumière unique et claire. Rassemblons tous les fils de notre voyage en un seul nœud. Alors, après tout cela, quelle est donc cette vérité cruelle sur notre attirance pour la douleur? La vérité superficielle est évidente. Vous restez dans des relations qui vous détruisent. C'est cruel. Mais ce n'est pas la vraie vérité, pas la plus profonde.
La vérité réelle, cruelle et finalement libératrice est la suivante. Vous n'êtes pas fidèle à votre partenaire. Vous êtes fidèle à votre contrat. Vous n'êtes pas fidèle à cette personne de chair et de sang, mais à ce document désuet et tragique qui a été signé avec le sang de l'âme par un enfant effrayé en vous il y a de nombreuses années. Un enfant qui a décidé que la douleur est synonyme d'amour, que mériter est synonyme de proximité, que l'anxiété est synonyme d'attachement. Vous êtes une âme incroyablement fidèle. Votre capacité à vous accrocher à cette douleur, à la supporter, à y revenir encore et encore, c'est le témoignage de la force colossale, presque indestructible, de votre loyauté. Mais cette force énorme n'est pas dirigée vers le bon objectif. Et voici la conclusion principale de toute notre heure. Votre problème n'est pas un manque d'amour-propre. C'est une loyauté tragiquement et profondément mal dirigée. Et c'est pourquoi tout le travail, toute l'alchimie, toute la guérison se résume à un seul et unique acte sacré, rediriger cette force colossale de loyauté. La rediriger de la personne extérieure, qui n'est qu'un symptôme de votre blessure, vers la partie intérieure, exilée, de vous-même, qui en est la source. Vous cessez d'être fidèle aux symptômes et devenez farouchement fidèle à la source de la douleur. Vous cessez d'essayer de sauver la relation avec l'autre et commencez à construire une relation avec vous-même. Cette redirection n'est pas juste une technique, c'est la définition même de la guérison. C'est le passe-partout qui ouvre toutes les autres portes. Et quand vous commencez ce travail sacré de redirection de votre loyauté, quand vous vous tournez vers vous-même, qu'est-ce qui devient possible? Je veux que vous imaginiez cet avenir un instant. Pas nécessairement un avenir sans cette personne, mais un avenir sans ce contrat. Imaginez un avenir où le silence dans la pièce n'est pas le présage d'une tempête, mais un espace de paix, où vous pouvez être vous-même, sans scruter constamment le visage de votre partenaire à la recherche d'approbation ou de désapprobation, où vous entrez dans l'intimité non pas par une peur désespérée de la solitude, mais par la joie sereine de l'union. Imaginez un avenir où vous choisissez vos partenaires, non pas pour qu'ils comblent votre vide, mais pour partager avec eux votre plénitude. Un avenir où un compliment est un bonus agréable, et non un oxygène vital. Où une critique est juste une information, et non un verdict sur votre valeur. Où un désaccord est juste un désaccord, et non une menace d'anéantissement total. Cet avenir ne vient pas en un jour. Ce n'est pas une destination que vous atteindrez un jour comme par magie. Il se construit, moment après moment. Il se construit par chaque acte de conscience, lorsque vous remarquez une vieille impulsion et que vous n'y cédez pas. Chaque fois que vous choisissez de consoler votre enfant intérieur, au lieu d'entrer dans une vieille dispute insensée. Chaque fois que vous prononcez votre nouveau « oui » ou votre nouveau « non », non pas par peur, mais par amour pour vous-même. Ce n'est pas un fantasme, c'est une promesse. Une promesse ancrée dans la nature même de votre âme, qui tend toujours vers l'intégrité. C'est l'avenir dans lequel vous rentrez enfin à la maison. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose de personnel. Je veux vous remercier. Et non, pas pour avoir passé une heure de votre temps, pas pour avoir regardé, mais pour votre courage, pour ne pas avoir éteint cette vidéo quand elle est devenue inconfortable, pour avoir osé entreprendre ce voyage au plus profond de vous-même, sachant qu'il pouvait être douloureux. La plupart des gens passent leur vie à fuir la vérité que vous avez affrontée aujourd'hui. Cela demande un vrai courage. Et en faisant cela, vous avez cessé d'être un simple spectateur. Vous êtes devenu membre d'une communauté invisible, une communauté de personnes qui ont choisi la conscience plutôt que le sommeil, la guérison plutôt que l'oubli, et le chemin difficile de la vérité plutôt que la voie facile des illusions. Si vous regardez les commentaires sous cette vidéo, vous les verrez. Vous verrez des centaines d'histoires, des centaines de messages, des centaines d'âmes qui marchent à vos côtés. Vous n'êtes plus seul dans cette quête. Nous sommes tous ici, ensemble, à apprendre à rediriger notre loyauté de la douleur vers la guérison. Et c'est pourquoi, du fond du cœur, je vous dis bienvenue. Bienvenue sur le chemin du retour. Notre plongée commune touche à sa fin, mais votre voyage personnel, votre retour à la maison, ne fait que commencer. Si cette heure passée ensemble a été précieuse pour vous, si vous avez senti qu'ici on parle le langage de votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Faites-le pour continuer notre travail commun de cartographie du monde intérieur
et de transformation du plomb de la douleur en or de la conscience. Votre j'aime sous cette vidéo n'est pas juste un chiffre. C'est un signal. C'est un phare pour d'autres chercheurs qui errent en ce moment même dans la même obscurité dont vous avez commencé à trouver la sortie. Votre simple clic peut être pour quelqu'un le début de son propre chemin vers la guérison, en lui montrant qu'il n'est pas seul dans son combat. Et, bien sûr, n'oubliez pas le pouvoir de vos mots dans les commentaires. Votre histoire est un remède pour un autre. Et maintenant, en concluant notre rencontre, alors que vous vous apprêtez à fermer cet onglet et à retourner à votre vie, je vous demande de vous souvenir d'une chose, la plus importante. Votre blessure passée ne doit pas écrire le scénario de votre avenir. La plume est entre vos mains. Commencez à écrire un nouveau chapitre, maintenant.